Et pour commencer, alors que le sujet du jour, c'est l'embryologie de l'appareil respiratoire, mais sur laquelle je n'ai pas énormément de choses à vous dire, on va terminer ce qu'on avait commencé à entreprendre rapidement, la structure des alvéoles et plus précisément insister un tout petit peu sur la structure des parois alvéolaires. Première notion, les centaines de millions d'alvéoles qui sont présents dans les deux poumons sont la zone fonctionnelle d'échange, là où se produit l'hématose, parce que d'un côté, il y a de l'air qui circule et de l'autre côté, il y a du sang qui provient notamment de la circulation artérielle pulmonaire qui vient circuler dans les capillaires. L'air circule dans la cavité des alvéoles, le sang circule dans la lumière, bien sûr, des capillaires alvéolaires qui sont situés au milieu des cloisons, au milieu de la paroi conjonctive de l'alvéole. Et on avait dit qu'à ce titre, il y a d'abord une organisation microanatomique. Il y a bien sûr dans le poumon périphérique une multitude d'alvéoles qui sont les uns à côté des autres. Qu'au passage, il y a des petits schémas de court-circuit, de telle façon qu'en microanatomie, on vous a peut-être décrit ou on vous décrira peut-être des communications directes entre les alvéoles ou des communications directes entre certains alvéoles et des canaux bronchiolaires. Ce qui a l'air de beaucoup amuser certains de vos camarades là, à moins qu'ils pensent qu'ils soient au café du coin. Mais je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de faux espoirs. Je ne vais pas vous amener une bière ou un café dans quelques minutes, et encore moins des cacahuètes. Désolé, je n'avais pas prévu ça dans le programme de ce matin. Ces alvéoles, donc, avec le double interface air, vaisseau, ah, oui, non, bien, sont des structures, sont des éléments donc, qui vont permettre l'hématose avec une surface d'échange qui est relativement conséquente, même si les alvéoles sont petits, et avec une structure de base de l'alvéole et de la paroi qu'on avait évoquée hier, en disant que premièrement, il y a un revêtement épithélial de l'alvéole, que ce revêtement épithélial repose sur une basale sur laquelle on avait insisté, ou pour laquelle on avait insisté sur la notion qu'elle devait être continue, que physiologiquement elle est continue, et que les interruptions de la basale peuvent être à l'origine de mécanismes de cicatrisation ou du développement de fibrose pulmonaire, et que dans la cloison, dans la paroi alvéolaire, existe un tissu conjonctif avec un certain nombre de cellules, d'une part les braves fibroblastes qui ont vocation à être dans le tissu conjonctif, d'autre part des cellules de passage. Et j'ai entendu là, avant d'arriver quand vous parlez d'inflammation, c'est là qu'il faut imaginer les macrophages, les cellules réactionnelles, tout ce que vous voulez, mais aussi une cellule réactionnelle un peu particulière qui s'appelle le myofibroblaste. Et puis c'est dans cet espace conjonctif, avec ses potentialités réactionnelles de ce tissu conjonctif, qu'existe ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, les capillaires alvéolaires. Alors, je pensais que j'avais une diapositive pour l'illustrer, mais je ne l'ai pas retrouvée, donc vous allez avoir droit à un petit schéma très simple au tableau, qui est de dire que la forme d'un alvéole, c'est évidemment une espèce de sac qui possède une lumière et qui est limitée par des cloisons, des espaces qui, la plupart du temps, séparent bien sûr un alvéole d'alvéoles voisins. Structure histologique. Premièrement, en bordure de l'alvéole, il y a les cellules épithéliales, les cellules qu'on appelle pneumocytes ou pneumonocytes, et pour lesquelles, première notion, il y a les pneumocytes de type 1, qui sont des cellules relativement étalées, qui se présentent comme quelque chose qu'on va dessiner ou schématiser comme ceci, ou un peu plus épais que ce qu'ils sont en réalité, mais comme des cellules étalées comme ceci, qui sont visibles donc sur l'essentiel du pourtour alvéolaire et qui forment un revêtement relativement mince par endroits, sauf dans les régions où il y a les noyaux, qui sont un tout petit peu plus saillants, qu'on a l'habitude, vous le savez déjà, de dessiner en histologie en bleu, donc même si vous avez assez peu de chances de voir quoi que ce soit de là où vous êtes, vu l'obscurité du tableau, je dessine en bleu, et qu'on a là une première population de cellules aplaties, très fines, formant une espèce de membrane, raison pour laquelle, dans le vocabulaire trivial et courant, on appelle ces pneumocytes de type 1 les pneumocytes membraneux. Ce sont ces pneumocytes qui forment à la surface de chaque alvéole une fine membrane épithéliale.
Ces pneumocytes ne sont pas les cellules les plus nombreuses du revêtement alvéolaire, mais sont les cellules qui revêtent par leur étalement, par leur aspect membraneux, l'essentiel de la bordure alvéolaire. Et c'est à partir de ces cellules, c'est au niveau de ces cellules, et principalement au niveau des parties anucléées, là où la membrane est très fine, qu'il faut concevoir, qu'il faut imaginer les échanges entre l'air ambiant et le capillaire, donc l'hématose. Maintenant, deuxième population cellulaire, à côté des pneumocytes de type membraneux, il y a d'autres cellules qui sont un petit peu plus volumineuses et qu'on décrit, à dire vrai, en microscopie électronique plus qu'en microscopie optique, comme des cellules à peu près cubiques, avec un noyau volumineux, quelques particularités cytoplasmiques, mais surtout à l'intérieur du cytoplasme, une multitude de granules osmiophiles, qui contiennent, je crois que là pour le coup j'ai la photo de microscopie électronique qui correspond, sauf qu'elle est à la fin bien sûr, elle est ici, qui correspondent à cet aspect-ci, une cellule qui n'est pas du tout aplatie, qui n'est pas du tout membraneuse, mais qui correspond à une cellule granuleuse, avec un volumineux noyau relativement actif, une activité de synthèse, et à l'intérieur des corps des formations feuilletées qui contiennent un certain nombre d'éléments de signification de nature membranaire, en particulier parmi les molécules, celle-ci, soit vous la connaissez déjà, soit vous ne la connaissez pas, la dipalmitoylphosphatidylcholine, qui est l'un des éléments de base de la fabrication du célèbre surfactant. Merci, très bien, vous savez, donc on n'y passe pas une demi-heure. Ces deuxièmes cellules sont les pneumocytes ou pneumonocytes granuleux, qui sont de loin les cellules, enfin de loin, un petit peu plus nombreuses que les pneumocytes membraneux, et qui sont donc responsables de l'élaboration de ce surfactant, dont, si vous connaissez le nom, vous connaissez sûrement les propriétés tensioactives et l'importance qu'a le surfactant, l'importance qu'a la production en quantité normale et en qualité normale de cette substance qui évite que les alvéoles se collabent totalement au moment du temps expiratoire, et ce qui évidemment donc permet, par les propriétés tensioactives du surfactant, une meilleure circulation de l'air à l'intérieur du territoire périphérique représenté par les alvéoles, et partant de là, une meilleure hématose. Premièrement, le revêtement épithélial. Deuxièmement, sous ce revêtement épithélial, partout et continu, il y a une basale. Elle est très fine. On va quand même la dessiner ici, en indiquant qu'elle est continue, qu'elle est donc sous les pneumocytes membraneux ou sous les pneumocytes granuleux. Voilà. Et qu'au-delà, bien sûr, de cette basale continue, il y a l'espace septal, la partie septale conjonctive, avec quelques braves fibres de collagène, éventuellement quelques fibroblastes, quelques myofibroblastes. Quand il y a une réaction de type inflammatoire, des cellules réactionnelles, des cellules de passage qui peuvent être en nombre plus ou moins important, et surtout des capillaires sanguins, qui sont, comme on l'a dit hier, des capillaires continus, qui sont souvent adossés directement à la basale, ou presque directement à la basale, et qu'on trouve donc pour certains d'entre eux, en tout cas pour ceux qui nous intéressent le plus, au contact immédiat de la basale et des prolongements correspondants, des prolongements fins correspondants de pneumocytes membraneux. Cellules entourées par une basale, je ne la dessine pas, cellules endothéliales donc, qui forment un revêtement continu au niveau d'un endothélium continu lui-même, une basale qui est continue, la basale du capillaire est continue, éventuellement quelques péricytes, mais surtout des capillaires qui sont au contact immédiat de notre cellule membraneuse, aboutissant à ce que dans tel ou tel territoire, par exemple ici, la structure de base que l'on observe à plus fort grossissement, ou qu'on peut décrire à plus fort grossissement, soit constituée, je change un peu l'orientation, d'un petit peu de cytoplasme d'un pneumocyte de type 1,
de la basale continue et qui peut être éventuellement commune entre le revêtement épithélial et le revêtement du capillaire, de telle façon que de l'autre côté de la structure, on a ici le revêtement du capillaire sanguin, la cellule endothéliale capillaire. Cellule endothéliale capillaire ici, avec éventuellement ces vacuoles de transcytose, membrane basale, cytoplasme du pneumocyte de type 1. Ces trois structures sont à la base des possibilités d'échange entre la lumière alvéolaire ici et la lumière du capillaire sanguin là. Ces trois structures forment bien sûr, c'est la chute, elle n'est pas très compliquée, ces trois structures ici forment bien sûr la barrière ou membrane alvéolo-capillaire, qui est fine et qui permet les échanges d'un côté à l'autre du système.